vous êtes sur le bon webinaire, c'est créer des équipes performantes à distance. On vous propose de nous indiquer en commentaire le prochain thème du prochain webinaire et de voter pour le prochain épisode. L'objectif, c'est de faire un webinaire par semaine avec des invités experts comme ceux que nous accueillons aujourd'hui, Antoine et Flaubert. Antoine est CEO de Keep in Touch, un cabinet de recrutement augmenté, et Flaubert est le CEO de la manufacture RH, cabinet de recrutement et de coaching des fonctions RH. Et moi-même, du coup, CEO de Team Builder, une suite de logiciels de gestion des ressources humaines pour PME et ETI. Les sujets du jour aujourd'hui que nous allons aborder, nouvelles tendances à venir dans les entreprises, les nouvelles attentes, le recrutement à distance, comment on intègre les nouvelles recrues à distance, une formule secrète d'une équipe performante, le suivi de performance à distance et le management à distance. Et ensuite, quels outils choisir? Petit état des lieux, déjà pour commencer, ça fait 1 an qu'on est en crise sanitaire. Ça a impacté beaucoup de gens, le monde entier, et ça a impacté aussi les entreprises avec une digitalisation forcée, un arrêt d'activité pour certaines sociétés, et puis d'autres qui ont dû prendre le pas de la digitalisation pour répondre à beaucoup de problématiques et continuer leur activité. Ça implique aussi des nouveaux modes de travail et de management que nous allons voir ensemble aujourd'hui. Donc, les 6 nouvelles tendances en entreprise à venir suite au Covid. Numéro 1, le télétravail, de plus en plus. On y reviendra un petit peu après, notamment avec Antoine. Des équipes plus petites et plus d'autonomie. Il est plus facile de gérer des équipes de 5 à 8 personnes plutôt que d'appeler des gens, on va dire d'appeler 50 personnes par semaine, c'est plus possible, de faire des réunions ensemble, et même on a pu expérimenter aussi qu'un Zoom à 50 ou à 30, c'est très très compliqué pour donner la parole à tout le monde. Un management à distance et bienveillant, comment manager ces équipes à distance, l'expansion de l'intelligence collective. Le digital amène des outils qui nous connectent tous, et comment les utiliser pour optimiser nos prises de décision tous ensemble pour aller dans la bonne direction. La prise en compte du bien-être des salariés, forcément, parce qu'on a tous vécu le Covid d'une manière ou d'une autre, d'autres mieux que d'autres et d'autres pire que d'autres. La quête de sens et de valeur, on va le voir tout de suite avec Antoine, c'est qu'aujourd'hui, une personne qui est à distance va avoir plutôt tendance à s'investir dans une société si elle respecte ses valeurs. Antoine, je te laisse la main pour les nouvelles attentes en entreprise. Merci Aurélien, cette belle introduction. Moi, je suis donc Antoine, CEO de Keep in Touch, comme l'a dit Aurélien. Et je trouve que le thème abordé aujourd'hui, c'est un thème vraiment d'actualité, on ne va pas se mentir, et qu'il faut l'aborder en partant d'un constat. Et ce constat-là, il était déjà présent avant la crise sanitaire. En France, on a quasiment une démission sur 2 qui se passe dans la première année. On a malheureusement un cadre sur 3 qui s'en va d'une entreprise suite à une mauvaise intégration. Et même en 2021, on trouve encore des entreprises qui ne font pas d'entretien pendant la période d'essai, ce qui est quand même assez dommage, puisqu'on sait que 80% des talents recrutés prennent la décision de rester dans les 6 premiers mois dans l'entreprise ou de s'en aller. Là, on est en train de définir vraiment une période cruciale pour l'entreprise, constituée du recrutement et de l'intégration, du onboarding. Et cette période cruciale, si on la rate, si on la loupe, elle peut coûter excessivement cher à l'entreprise. Alors, ça va lui coûter de l'argent, bien sûr, du temps homme, des coûts de formation, du matériel, mais ça va aussi lui coûter quelque chose qui est inestimable. Ça va être parfois la démobilisation de ces équipes face à ces problématiques de turnover qui est récurrent et bien trop important. Et surtout, ça va être aggravé dans le cas de management à distance. Donc, on peut parler de télétravail sur la slide suivante, Aurélien. Donc, le télétravail, aujourd'hui, bien sûr, nous a été imposé par la crise sanitaire. Je dis imposé parce que ça a été parfois subi par pas mal d'entreprises. Le télétravail, ça peut être une solution miracle pour l'équilibre personnel. Ça peut être une grande liberté dans l'organisation des tâches. Ça peut être aussi du temps gagné sur les transports notamment et toutes ces choses-là. Mais si c'est mal interprété et mal régi, eh bien, le télétravail, ça peut être également un certain brouillage des limites de temps entre vie pro, vie perso. Ça peut être également perçu comme un isolement, une perte d'esprit d'équipe et bien sûr une perte, peu ou pas d'adhésion aux valeurs de l'entreprise. Donc,
ce télétravail-là, il va falloir qu'on le prenne en compte parce qu'aujourd'hui, c'est possible de changer de travail sans changer d'environnement. On est tous quasiment dans notre salon là avec nos pantoufles et entre aujourd'hui et demain, on peut se retrouver également dans notre salon en pantoufles, mais en ayant changé d'entreprise, changé de valeur, changé d'environnement. Ça, il faut le prendre en compte parce qu'il y a des vraies retombées au niveau moral, au niveau psychologique, au niveau managérial qui sont hyper importants. Et on peut rajouter une petite couche encore sur ce joli gâteau. C'est générationnel, évidemment. On pose aujourd'hui des générations X, des générations Y et des générations Z dans le même environnement. Et ces trois générations n'ont pas forcément les mêmes attentes, la même vision des choses. Et on peut avoir une stratégie RH par génération, mais il va falloir qu'on fasse très attention aux stéréotypes. Non, les générations Y et Z ne sont pas tous des feignants. Et non, les générations X n'ont pas tous le goût de l'effort. Donc, faites attention à ça, faisons attention à cela. Et une dernière chose encore importante quand il s'agit de distanciel, ça va être les écarts entre les expériences professionnelles, l'expérience utilisateur professionnelle et l'expérience utilisateur personnelle. Aujourd'hui, à la maison, on est hyper connecté, on a la 5G, on a des voitures qui roulent toutes seules, on peut commander des choses dans notre canapé, les faire livrer dans l'après-midi. On a des expériences qui sont extraordinaires et de plus en plus digitalisées. Et si notre expérience professionnelle est en décalage par rapport à ça, si par exemple on est encore au fax ou au papier dans certaines entreprises, eh bien ça peut encore plus aggraver toutes nos problématiques de distanciel. Alors, assez de constats. On va commencer à parler de cette première étape qui est cruciale pour les entreprises, c'est le recrutement. Et quand il est fait à distance, il faut qu'on fasse attention à une chose en priorité. Ce qui va compter, ce sont les valeurs. Alors, quand on parle de valeurs dans l'entreprise, c'est le caractère de la société. C'est ce qui va la singulariser, la rendre unique. Ce ne sont pas forcément les valeurs qu'on communique. Il faut faire attention à cela. On peut très bien avoir une société qui va communiquer sur des valeurs d'autonomie, de grande autonomie de ses salariés, de prise de décision extrêmement rapide. Et puis, quand on va s'immerger dans cette entreprise, on va se rendre compte que pour commander un stylo, eh bien, il va falloir remplir un formulaire en 3 exemplaires, ce qui n'est pas forcément caractéristique d'une forte autonomie et d'une prise de décision rapide. Donc, on va regarder les valeurs intrinsèques de l'entreprise, ses atouts, ses qualités principales qui vont justifier sa réussite. Et on en a un exemple là sur la slide à droite. C'est hyper important. Si on passe sur la slide suivante, on va voir pourquoi c'est important, parce que on a ces valeurs qui vont nous intéresser pour recruter un futur ambassadeur. Et quand on recrute à distance, il est hyper important et pertinent de recruter un talent qui va être en adéquation avec les valeurs de l'entreprise, les valeurs intrinsèques de l'entreprise. On en a beaucoup, des valeurs, sous toutes les formes. Elles sont plus ou moins éthiques ou identitaires. Elles sont plus ou moins dans le dépassement des normes ou dans le respect des normes. Mais dans tous les cas, ces valeurs-là, on les définit pour les entreprises. On définit un environnement de valeurs et il faut à tout prix et nécessairement, surtout quand on est à distance, que le talent puisse se reconnaître dans ces valeurs parce que grâce à cela, on va pouvoir lui donner une expérience collaborateur qui va être hyper cohérente pour lui et qui va aussi lui permettre à lui de donner une expérience client qui sera aussi hyper positive. On peut passer à la slide suivante, Aurélien. Une fois qu'on a bien abordé les valeurs et toutes ces grandes notions qui sont hyper importantes, on va passer aux skills. Les skills sont les compétences. Vous le savez certainement, on a les soft skills d'un côté qui sont les compétences comportementales, plutôt de savoir-être, et les hard skills qui vont être les compétences de savoir-faire. Donc, qui vont être liées à la formation, qui vont être liées à l'expérience professionnelle. Et dans un tout premier temps, on va s'intéresser aux soft skills. Et c'est hyper important aussi. On le fait grâce à des tests, à des assessments, il y en a plein, TeamBuilder en fait notamment, et on peut bien sûr et on doit les mettre en comparaison avec les valeurs dont on vient de parler et les soft skills de l'équipe. Donc une équipe, c'est un manager, des collaborateurs, ce sont des humains qui ont tous des soft skills et il faut à tout prix qu'on mette les soft skills du talent ou en tout cas du candidat en parallèle avec ceux de l'équipe, avec ceux de l'entreprise, pour pouvoir justement trouver une adéquation. Et une fois qu'on a cette adéquation-là, on va aller vérifier et valider la cohérence des hard skills. Donc, on voit que ici, les hard skills deviennent presque
secondaire, même si elle reste quand même importante, bien sûr, dans la définition des missions du poste. Mais chez Keep in Touch, par exemple, nous, on considère qu'il y a plus de valeur ajoutée et de chances de réussite sur un recrutement lorsque les soft skills correspondent aux valeurs et à l'environnement humain de l'entreprise. Et ça, bien avant les hard skills. Donc, on peut prendre un exemple. Sur la slide suivante, on va chercher à recruter un BizDev pour une startup dont les valeurs sont ici. On va voir des valeurs de plaisir, de confiance, d'humain, de persévérance, dans un environnement qui sera plutôt libre, donc fun, décontracté, basé sur l'humour, où la permissivité est importante, la souplesse également, avec un style de management empathique. Donc, on recherche un business développeur pour une entreprise qui a cet environnement-là. On va avoir 2 candidats en shortlist pour l'exemple. Le premier talent qui a des hard skills de rêve pour un BizDev, qui va avoir fait une grande école de commerce, qui va être hyper calé en égo, en mécanismes commerciaux, en grands comptes. Donc, vraiment très bien positionné sur les hard skills, donc les compétences de savoir-faire. Le talent numéro 2 qui est pas trop mal positionné, mais de façon moins élevée, on va dire, que le talent numéro 1. Et c'est quand on va regarder les soft skills et le management attendu par ces talents, eh bien, qu'on va se rendre compte que le talent numéro 2 aura beaucoup plus de chances de s'épanouir dans l'environnement de la startup dont on parle, parce que ça va correspondre à ses valeurs, ça va correspondre à ses soft skills, le fait de s'épanouir dans cette startup. Le talent numéro 1 est très doué, est certainement très pertinent, très performant, mais s'épanouira peut-être beaucoup moins facilement dans cette entreprise. Donc, vous l'avez compris, nous, ce qu'on prône, c'est du matching d'environnement et encore plus quand il s'agit de recruter quelqu'un à distance. Il faut à tout prix que cette personne-là se reconnaisse dans son environnement qui est l'entreprise. Et une fois qu'on a fait le matching d'environnement, eh bien, on va pouvoir s'intéresser à la deuxième étape qui est hyper importante et où Flaubert va intervenir, l'intégration à distance. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc moi, je suis ravi d'être parmi vous aujourd'hui. Donc je suis Flaubert. J'ai travaillé pendant 20 ans dans les RH. J'ai été responsable RH, manager RH et puis DRH d'une entreprise qui s'appelle Sushi Shop, 4000 salariés sous enseigne. Et j'ai créé donc la manufacture RH il y a 2 ans. Avant de regarder l'intégration en elle-même, je souhaite qu'on fasse juste un pas en arrière et qu'on se concentre sur celui qu'on va intégrer ou celle qu'on va intégrer, à savoir le candidat. Il y a un sujet que j'aime beaucoup, j'ai fait un article récemment là, sur LinkedIn sur ce sujet, c'est cette notion de candidat et d'aller sur le lien avec l'expérience utilisateur. Quand j'étais DRH, je parlais toujours de 2 types de clients qu'on avait, les clients externes, ceux qui consomment, ceux qui payent, et les clients internes, ce sont ceux qui contribuent à la marque, les collaboratrices et les collaborateurs. Et je trouve qu'il y a un moment très intéressant pendant le recrutement, c'est que le candidat, il vient entrechoquer ces 2 notions de client, ces 2 mondes, puisque lui, c'est le client externe qui potentiellement met un regard derrière le rideau et voit ce qui se passe de l'autre côté du rideau. C'est le premier contact concret qu'il va avoir avec une marque dont il a beaucoup entendu parler pour certaines. Et donc, c'est vraiment pour moi le processus de recrutement, une mise à l'épreuve de la marque sous tous ses angles. Donc, ça pousse vraiment les recruteurs, les recruteuses, qu'ils soient internes ou externes en tant que prestataires, à être pros et bons dans un processus de recrutement, puisque ça va confronter ce que la marque prône par rapport à ce qu'elle va proposer réellement et concrètement à un candidat. Moi, je pousse toujours mes clients à faire très attention dans les process de recrutement. Par exemple, le silence déjà, la non-réponse, c'est inconcevable aujourd'hui au moment où on a des outils de ne pas répondre à un candidat qui envoie sa candidature. Et même si c'est une réponse entre guillemets automatisée, l'intérieur, le cœur de la réponse, il doit être humanisé, il doit y avoir de la chaleur. Moi, j'adore quand j'ai des candidats à qui j'ai répondu négativement, qui me renvoient un mail en me disant « Ok, déjà, merci de m'avoir répondu. Moi, je trouve que c'est juste normal. Et merci de la façon dont vous avez considéré ma candidature. » Le silence, il peut aussi arriver à un moment donné dans le process. Eh ben, on a entretenu un candidat et tout à coup, plus de son, plus d'image. C'est pas normal. Ça joue sur l'image de la marque. Et puis, j'encourage aussi toujours mes clients à faire très attention à la façon dont ils vont construire leur process de recrutement.
6, 7, 8 entretiens. Attention, il y a une étude qui est sortie qui montrait que le candidat choisi apprécie beaucoup un process de recrutement long et compliqué. C'est normal, il sort de son koh-lanta, lui, il a réussi, il est content. Mais attention à l'image que ça renvoie, et moi, je challenge beaucoup mes clients sur où est le cœur de décision quand il y a trop d'entretiens, ou alors à l'inverse, j'ai eu un process récemment où l'entreprise était un peu en réorganisation, il n'y avait pas d'entretien avec le N+1, il faut être clair avec le candidat. Donc, attention dans ce process de recrutement, le candidat, ce qu'il veut, c'est retrouver le sens et les valeurs qu'il a vues, perçues de la marque dans le process de recrutement. Et comme on dit, on n'a pas une seconde chance de faire une première bonne impression. Et là, c'est le moment de faire cette première vraie bonne impression. Aurélien, on peut passer à la suivante. Donc, ça y est, le candidat, là, il est recruté, il intègre l'équipe, la famille. Là aussi, tout ce qu'on a vendu pendant le process de recrutement, parce que à un moment donné, un process de recrutement, surtout aujourd'hui sur certains domaines d'activité, c'est de la vente. Il y a des milieux qui sont hyper concurrentiels. Donc, tout ce qu'on a vendu, là, le candidat, il va mettre ça à nouveau à l'épreuve et regarder si ce qu'il trouve est bien conforme à ce qu'on lui a vendu. Les autres collaborateurs qui sont là depuis quelque temps, ils peuvent, eux, vivre avec le fait que, non, on nous prône certaines valeurs, mais elles ne sont pas vraiment mises en pratique. Lui, tout de suite, ça va le choquer. Et quand on dit ça, on commence à mettre le doigt dans un sujet que j'adore. D'ailleurs, on pourrait, je pense, faire un webinar sur le sujet, qui est la marque employeur. Je dis toujours attention au piège de la marque employeur. La marque employeur, c'est un peu comme le bifidus, là, c'est ce qui se vit à l'intérieur et c'est ce qui se voit à l'extérieur. Moi, je suis toujours, je fais très attention avec mes clients. Parfois, certains me disent, bon, on a un problème de recrutement, allez, on va faire de la marque employeur. Non, la marque employeur, c'est l'inverse. La marque employeur, c'est une conséquence de tout ce qui est fait et bien fait dans l'entreprise, vécu et bien vécu dans l'entreprise, qui va ressortir, ruisseler à l'extérieur. Si on voit la marque employeur comme le lambris, là, vous savez, ce cache-misère, on a un mur qui est un peu humide, qui s'effrite un peu, on met du lambris. Non, ça se verra, ça va s'écrouler. Et c'est surtout pas ce qu'il faut faire. Je vous parlais des valeurs aussi. Quand on parle de marque employeur, les valeurs, elles sont très importantes. Et ce nouveau collaborateur, il va aller challenger ces valeurs, il va vérifier si ce qu'il a entendu, ce qu'on lui a vendu, est-ce que c'est vraiment mis en pratique. Puis je voudrais juste terminer ce slide à travers une petite prise de hauteur. Aujourd'hui, le client, quand il fait un acte d'achat, quel que soit le produit, il s'interroge de plus en plus sur le produit, sur l'environnement, sur la façon dont est créé le produit, mais il s'interroge aussi de plus en plus sur ce que vivent les hommes, avec un grand H, les hommes et les femmes qui composent les équipes qui vont créer ce produit. Et justement, ces équipes aujourd'hui, qu'est-ce qu'elles vivent? Elles vivent le travail à distance. Elles sont éparpillées aux quatre coins de l'Île-de-France, aux quatre coins de la France, voire parfois aux quatre coins de l'Europe. Et c'est vrai que le confinement, le Covid, est venu, c'est un révélateur et un accélérateur. Ce Covid, il est venu tuer les dernières réticences qu'il y avait sur le télétravail. Rappelez-vous, un peu avant le Covid, on avait les grèves. Il y avait encore pas mal d'entreprises qui étaient un peu réticentes au télétravail, qui se disaient non, moi, mes équipes, ils confondaient un peu télétravail, travail devant la télé, j'ai pas confiance, qu'est-ce qu'ils vont réellement produire? Hop, le confinement est venu shooter tout ça. Aujourd'hui, télétravailler, c'est la norme. Et c'est donc venu bousculer aussi, par ricochet, direct, un sujet qui est l'intégration. Déjà que l'intégration est un vrai sujet compliqué avant le travail à distance, c'est encore plus complexe aujourd'hui. Et il y a vraiment, je vais vous donner quelques bonnes pratiques juste après à faire, mais c'est très important de se concentrer tout de suite sur la bonne intégration du collaborateur à distance et vraiment intégrer ce distanciel. Je voulais juste aussi attirer votre attention avec 2 chiffres. Quand on parle des conséquences de l'isolement, moi, il y a un sujet que j'adore, c'est l'absentéisme lié aux arrêts maladie. Humanis, Malakoff, Humanis sort tous les ans une étude sur le sujet. Ils ont fait un vrai beau travail sur 2020, puisque non seulement ils ont interrogé 3000 personnes, comme ils le font chaque année, mais en plus, ils ont fait des
mini-interviews pendant les mois de mars, avril, mai. Vous savez, ces mois de confinement. Sur les troubles psychologiques, les arrêts maladie liés aux troubles psychologiques, pendant les moments de grève, il y avait 9% des répondants qui disaient qu'ils avaient des arrêts dus à des troubles psychologiques. Après le premier confinement, c'est passé à 18, multiplié par 2. Donc, il faut vraiment prendre en considération les conséquences de cet isolement. Alors, comme on souhaite que ce webinaire soit le plus pratique possible, moi, je voulais partager avec vous quelques conseils très pratiques pour une intégration réussie à distance. Déjà, envoyez, vous, manager, DRH, DG, vous qui gérez même une seule personne, envoyez l'agenda de votre futur collaborateur 1 ou 2 semaines avant, cet agenda sur 1 ou 2 mois, dans lequel il aura les moments importants, les réunions en commun, les moments qu'il va passer avec vous, qui vont être préétablis dans cet agenda, c'est très important. L'informatique, c'est pour beaucoup désormais le seul lien qu'on a avec son manager, son équipe, son entreprise. Donc c'est super important que ça fonctionne bien et c'est très important que ça puisse être envoyé, tout le matériel informatique puisse être envoyé avant la prise de poste effective, la veille ou l'avant-veille, pour que le nouveau collaborateur puisse brancher tout ça et faire pour que ça fonctionne son premier jour. La règle des 30 minutes pendant 3 semaines, qu'est-ce que c'est? Moi, c'est une chose où j'insiste beaucoup, parce que, encore une fois, il n'y a pas de bon recrutement sans bonne intégration. Moi, quand je prononce le mot recrutement, j'ai le mot intégration derrière. Tout manager, surtout à distance, doit prendre 30 minutes par jour pendant 3 semaines avec son nouveau collaborateur ou sa nouvelle collaboratrice. C'est peut-être pas pour parler du fond des dossiers, mais beaucoup pour parler, faire encore plus ample connaissance, parler des petites choses qui vont gêner, poser question, du fonctionnement de l'entreprise, etc. Et ça, c'est très important. Utilisez les moyens, justement, le distanciel, les téléphones, pour pouvoir mieux intégrer votre collaboratrice ou collaborateur. C'est simple aujourd'hui de faire une petite vidéo de l'équipe avec 1 ou 2 points, ce que je fais dans la boîte, depuis combien de temps je suis là, quelle est ma passion et peut-être mon dernier livre intéressant, et vous envoyez ça la veille du début du nouveau collaborateur. Ça met un peu de fun, c'est un vrai bon brise-glace. Donnez-lui aussi la liste des personnes qu'il va devoir rencontrer, laissez-le faire la démarche de contacter ces personnes pour faire un point en visio, mais donnez-lui la liste de toutes les personnes qui vont pouvoir contribuer à ce qu'il fasse mieux, bien son job et qu'il soit encore mieux intégré. Et puis, alors, que ce soit un parrain, un mentor, un buddy, faites comme vous voulez, choisissez votre camp, mais moi, j'encourage toujours à ce que le nouvel intégré ait ce parrain ou cette marraine pour pouvoir prendre le relais du manager qui va être très sollicité durant ces premières semaines et ces premiers mois d'intégration. Et pour celles et ceux qui pensent que tout ça, c'est compliqué, donner 30 minutes à un nouveau collaborateur, demander à un buddy de passer du temps avec lui, pensez juste aux 40%. 40%, c'est Mercury Urval qui avait sorti cette étude il y a quelques temps déjà. C'est le nombre, les embauchés qui envisagent de quitter leur entreprise pendant la période d'essai. 40% des nouveaux embauchés envisagent de quitter leur entreprise pendant la période d'essai. Ça vaut le coup de passer un peu de temps sur la bonne intégration. Je repasse la parole à Aurélien. Ouais, merci Flaubert. Donc effectivement, l'intégration à distance, c'est un sujet donc qu'il faut prendre en main au niveau humain et du coup se faire accompagner également avec des outils. Donc chez Team Builder, nous on a construit un outil qui permet d'onboarder rapidement et simplement un collaborateur à distance en automatisant et en personnalisant et en automatisant des process RH. Donc là, je vous ai mis un extract de ce qu'il y a sur notre solution. C'est-à-dire qu'on a refait un parcours collaborateur, donc cette expérience collaborateur, donc avant du moment où il rentre dans le process de recrutement jusqu'à son entrée en poste, jusqu'à son départ et même après son départ, on a mis des actions en place pour chacune de ces cartes. Donc très important, je vais passer très rapidement sur le sujet parce que ça pourrait faire aussi un webinar à part entière, tout ce process détaillé, c'est-à-dire que
Très rapidement, on a parlé de l'embauche, du processus de recrutement. Avant le premier jour, garder le contact avec la personne, l'informer sur qui il doit rencontrer dans la société, si c'est en physique, comment il doit s'habiller le premier jour, à quelle heure il doit faire sa première réunion. Bien souvent, il y avait, il y avait des histoires que j'ai pu entendre où des gens qui sortaient d'école stressaient tellement qu'ils arrivaient 1 heure à l'avance, sauf que ça servait à rien parce que le manager n'était pas présent dans les locaux. Et donc, du coup, ça monte un niveau de stress pour le candidat. Il est habillé en costard-cravate alors que le dress code est plutôt, on va dire, plutôt décontracté. Et donc, du coup, pour sa première journée, il la vit un petit peu moins bien. On pourra y revenir après, si vous voulez poser des questions au fur et à mesure pour avoir plus d'éclaircissements ou même consacrer un webinaire entier là-dessus, on peut le faire sans problème. Une fois que le collaborateur est rentré dans la société, il faut pouvoir aussi l'accueillir de la bonne manière avec donc des messages d'accueil pour lui sauter déjà la bienvenue, savoir ce qu'il a à faire, et puis quelques temps après qu'il ait intégré la société, pouvoir l'interroger et remonter des indicateurs qui sont pertinents pour savoir comment il s'est intégré dans son équipe, est-ce qu'il a compris les missions de son poste, est-ce que le matériel et les outils lui semblent suffisants pour pouvoir faire ses missions, et puis comment il s'intègre de manière plus globale à l'entreprise, avec une personnalisation forcément en fonction de chaque type de poste, type de service et type d'entreprise aussi. Ensuite vient l'entretien RH. L'entretien RH important, ça peut être des points, on va dire sur la semaine. On peut fixer des objectifs à la semaine, on peut fixer des objectifs au mois, au trimestre, au semestre, à l'année. Et il est important aussi de récupérer un certain nombre d'indicateurs sur ces entretiens RH pour savoir remonter les besoins de formation, de mobilité, d'évolution du collaborateur, de qu'est-ce qu'il pense qu'il pourrait développer, qu'est-ce qui est important dans son poste. C'est aussi le moment de l'année où on discute avec son collaborateur pour l'aider à évoluer, à progresser. Ensuite, à la fin de son expérience, quand il s'en va de la société, il y a c'est ce qu'on appelle le off-boarding, donc onboarding pour atterrissage et off-boarding pour décollage, donc il s'en va. Ce off-boarding est important aussi à prendre en compte et surtout des indicateurs à aller chercher. Des indicateurs parce que un collaborateur qui est passé dans votre société, il connaît les clients, il connaît les process, il connaît les collègues, il connaît l'ambiance de travail, il connaît le marché, etc., etc. Il connaît un grand nombre d'éléments sur votre business, sur vos process internes, et donc du coup, ce serait dommage de ne pas l'interroger au moment de sa sortie pour aller récupérer des informations pour s'améliorer sur le management, sur les outils, sur les process en place. Donc, on a aussi designé avec plusieurs DRH de France un processus et des KPI, donc des indicateurs clés de performance, à aller récupérer sur un collaborateur en sortie, en entrée, en sortie, et pendant aussi sa vie dans l'entreprise, pour remonter les indicateurs aux RH, mais aussi aux dirigeants et aux managers, pour visualiser la performance, l'ambiance générale de la société, et avoir des indicateurs très précis sur lesquels agir pour s'améliorer. Quand le collaborateur part, très important, garder contact avec lui. Garder contact avec lui, un petit message 1 mois, 2 mois, 3 mois après qu'il soit parti pour lui demander comment ça se passe dans sa nouvelle vie professionnelle ou est-ce qu'il a retrouvé un job, etc., etc. Et pouvoir garder le lien avec ce collaborateur, c'est très important. Donc, dans notre solution, on l'a entre guillemets automatisé et personnalisable. Mais un collaborateur qui part de votre société, il peut véhiculer encore votre image de marque. Et c'est quelque chose qui est très important aussi à faire attention parce qu'un collaborateur qui s'en va et qui véhicule une mauvaise image peut vous porter préjudice par la suite. On vient de voir l'onboarding entreprise avec des process pour faire des points d'info avec le collaborateur, pour aussi suivre ses performances tout au long de l'année. Mais il y a aussi un onboarding autonome. Aujourd'hui, il est très difficile de recréer des machines à café, il est très, très difficile en fait, de recréer tous ces moments de partage avec ses collègues. Voilà, je rencontre Kevin ou Paul à la machine à café, Samantha à la sortie d'une réunion, je discute dans les couloirs. Donc tous ces moments-là sont un petit peu perdus et il y a beaucoup de choses aussi qui sont importantes à prendre en compte. C'est-à-dire que l'over-communication is better. C'est-à-dire que
le plus vous pouvez communiquer à vos collaborateurs, le plus d'informations que vous pouvez donner à vos collaborateurs, le meilleur ce sera. C'est-à-dire qu'il pourra faire le tri. Quelqu'un qui reçoit trop d'informations, bon, il peut prendre, il peut distiller, il peut prendre ce qu'il veut et puis relaisser ce qu'il veut. En revanche, quand il y a un manque d'informations, là, ça peut créer un malaise. Et un collaborateur qui manque d'informations, c'est un collaborateur qui peut être en détresse. Donc très rapidement, nous, chez TeamBuilder, on a connecté un réseau social à ce logiciel d'onboarding entreprise pour favoriser un onboarding autonome du collaborateur, où on a certaines fonctionnalités, donc comme un réseau social classique, avec un newsfeed pour communiquer les actualités de la société, des clubs pour que les collaborateurs puissent créer des groupes entre eux, donc soit pour des activités communes, soit pour des groupes de travail, soit pour des formations aussi entre eux, ça peut être utile et ça peut être aussi valorisant pour les collaborateurs de former ces petits camarades. Des rencontres aléatoires, ça c'est assez sympa parce que aujourd'hui on est à distance et donc du coup on n'a pas le réflexe d'aller contacter un nouveau venu par mail ou sur le Slack ou sur Teams ou peu importe quel est l'outil que vous utilisez pour lui dire allez on va se rencontrer s'il n'y a pas déjà un outil qui vous force entre guillemets à le faire. Des sondages aussi très importants, parce que maintenant on est à distance, et l'intelligence collective, c'est l'intelligence du plus grand nombre. Quand vous posez la question à on va dire un échantillon de plus en plus large de personnes, vous avez plutôt tendance à aller vers la bonne décision. Je pourrais aussi revenir sur comment faire un bon sondage, mais je vais aller assez vite sur ce point, parce qu'on a beaucoup de sujets à traiter, comme vous avez pu voir. Une messagerie instantanée, important pour pouvoir échanger rapidement avec ses collègues. La recherche, hyper important. Un collaborateur qui s'interroge sur comment je pose mes congés, sur comment tel process fonctionne, où est-ce que je peux trouver telle info. Et il y a un autre facteur aussi, c'est les questions cons. Alors j'appelle ça les questions cons, c'est un peu trivial, mais aujourd'hui on n'a plus ce réflexe de pouvoir poser des questions. Des petites questions comme ça à son collègue. Oh, au fait, c'est quoi le pourcentage pour ça? C'est 5%? Ouais, ok, d'accord. Pour faire une réponse à son client. Là, aujourd'hui, on est obligé de matérialiser, de laisser une trace, d'envoyer un message pour poser cette question. Déjà, c'est un premier frein. Et puis, ça peut montrer aussi on va dire une incompétence sur un sujet. Et la personne va moins le faire. Et du coup, qui trinque en sortie? Le client. Pourquoi? Parce qu'il aura peut-être une mauvaise information ou pas d'information à la sortie par votre collaborateur. Et du coup, ça va entacher l'image de la boîte et peut-être perdre le client. Donc, rechercher des informations dans l'entreprise sur tout un tas de sujets, que ce soit des process métiers ou des process internes, c'est hyper important. Vous connectez ça à un Drive pour pouvoir échanger rapidement des informations avec votre collaborateur. Fini le temps, du coup, des enveloppes distribuées à la fin du mois avec le bulletin de salaire. Là, il peut être accessible directement dans la poche de tous les collaborateurs au moins une fois par mois. Ensuite, les groupes peuvent être utilisés aussi pour faire des formations en interne, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais on peut aussi faire intervenir des prestataires, des partenaires de TeamBuilder qui, en fait, vont apporter de la formation sur tout un tas de sujets différents. Et puis les événements, donc quand le Covid, on va dire, commencera à réduire et qu'on pourra ressortir, on pourra réorganiser cette partie, je l'espère, le plus rapidement possible. Sans transition, du coup, la formule secrète d'une équipe performante, donc avant d'aborder ce sujet, je voulais vous poser la question, qu'est-ce qu'une équipe? Une équipe, du coup, j'ai regardé vos commentaires et je les regarde en ce moment même. Merci Gany, du coup, pour avoir répondu. Une bonne équipe, voilà, vous évoquez des personnes avec des intérêts communs, des collaborateurs réunis autour de projets qui ont du sens pour eux, avec de la perspective, de la visibilité, de la clarté sur les ambitions de leur société. Merci Gany pour avoir répondu. Effectivement, alors d'abord, une équipe, c'est un groupe de personnes travaillant ensemble avec un objectif commun. Et une bonne équipe, c'est un groupe de personnes avec des personnalités complémentaires qui équilibrent les forces et les faiblesses de chacun, donc les compétences et les inexpériences de chacun, et qui partagent aussi les centres d'intérêt. Bien joué, Gany. Pour atteindre cet objectif, l'objectif est toujours de l'atteindre, en fait. Roulement de tambour, la formule secrète, elle est ici, donc elle est un petit peu barbare, mais je vais vous l'expliquer très simplement. En fait, c'est
une formule de moyenne classique avec des facteurs de pondération où on peut retrouver chaque paramètre important pour évaluer la performance d'une équipe. Premier paramètre, les personnalités des gens qui la composent avec leurs compétences. Donc ici, je vous mets en indicateur, je vous fais le détail un petit peu. Donc, c'est-à-dire que la personnalité, aujourd'hui, on est capable de faire des analyses psychométriques. Il y a la test de Néopi 3. Le Néopi 3, c'est le test le plus communément admis dans la sphère scientifique, donc, et puis c'est appelé entre guillemets le test des Big Five. Il y a aussi le test de MBTI, le Myers-Briggs Type Indicator, qui donne des grands traits de personnalité, des qualités et des défauts de la personnalité, et aussi, très important, les environnements favorables et défavorables des personnes. Une personne qui va préférer un environnement plutôt libre, comme l'a dit tout à l'heure Antoine, ou plutôt hiérarchisé, plutôt en travail d'équipe ou plutôt seul, plutôt avec des tâches de routine ou plutôt avec une longue vision d'avenir. Donc ça dépend aussi de certaines personnes, et ces soft skills que l'on peut appeler, on peut les remonter avec des tests de personnalité aujourd'hui qui sont admis par la sphère scientifique. On ajoute un deuxième paramètre qui sont les compétences, donc hard et soft skills. Les hard skills, très important, les compétences techniques. Il y a un deuxième facteur à mettre en lumière ici, c'est que quelqu'un peut être très performant, peut être senior dans une matière, mais ne plus forcément avoir envie de faire ça. C'est-à-dire que j'ai fait 5 ans quelque chose, j'ai peut-être plus envie de faire ça. Et c'est important de pouvoir le mesurer aussi chez vos collaborateurs. Donc quand vous faites un bilan de compétences chez eux, veillez bien à voir quel est le niveau, comment le collaborateur se sent par rapport à cette matière, comment le manager le voit par rapport à cette matière, en mettant en corrélation du coup son évaluation de performance, et puis si ses clients sont contents, et le facteur très important, l'envie du collaborateur, l'intérêt pour cette matière. Une personne qui va être plutôt junior, mais qui va être très intéressée par une matière, si vous le mettez sur un projet, sur cette compétence, il va être beaucoup plus investi qu'une personne qui a passé beaucoup de temps, qui est très senior là-dessus, mais qui a envie de passer à autre chose. Donc ça, c'est un facteur quand même qui est très très important à remonter pour l'engagement. Voilà, j'ai sorti le mot, l'engagement du collaborateur sur sa mission. Ensuite, les soft skills, une auto-évaluation, donc il y a des listes de soft skills qui existent. Donc on évalue les forces de la personne, ce qu'il pense avoir, et puis ce qu'il veut développer. Donc alors, ce qu'il aimerait développer, c'est entre guillemets les faiblesses. Un troisième facteur qui est les centres d'intérêt. Les centres d'intérêt, c'est typiquement les hobbies communs ou les opinions communes. Rapidement, quand vous rencontrez quelqu'un, en général, les premières questions, c'est qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Et puis très rapidement après, c'est qu'est-ce que tu fais en dehors ? C'est quoi tes hobbies ? Pourquoi on pose cette question ? Pourquoi on pose cette question ? Parce qu'on essaye de créer des liens en fait avec la personne qui est en face de nous, de chercher des connexions, des connivences avec la personne avec qui on est en train de discuter pour pouvoir voir si on est fait du même bois, si on a des intérêts communs. C'est très très important pour lier une relation avec quelqu'un. Quatrième facteur, les interactions. Alors que nous, chez TeamBuildr, je vais passer rapidement sur le sujet parce que ça peut aussi faire un sujet de webinaire, c'est les interactions sur l'app, c'est-à-dire que on va remonter des indicateurs qui ne sont pas visibles pour nos clients, mais sur le nombre de messages échangés entre des personnes, ça va être important à remonter ça. Avec des nombres, le Meeting, c'est une fonctionnalité chez nous qui est une rencontre aléatoire, soit en visio, soit au resto. Donc, il y a beaucoup plus de visio en ce moment chez nos clients que de resto. Et les likes aussi sur les mêmes posts qui nous indiquent des intérêts communs sur des sujets communs. Ensuite vient le baromètre du bien-être. Le baromètre du bien-être est fait en collaboration avec des cabinets de conseil qui ont designé des tests, on va dire des questionnaires pour évaluer le stress, la fatigue, les conditions de travail, l'intégration, la vision de management, la sécurité, l'engagement en général du collaborateur. Et tout ça, de manière périodique, nous apporte des facteurs sur comment se sent le collaborateur. C'est très important aussi, parce qu'un collaborateur qui ne se sent pas bien dans sa vie personnelle ou professionnelle ne va pas être performant, du coup, en sortie pour la société. Et c'est bien ça qu'on veut atteindre, c'est créer des équipes performantes pour pouvoir sortir un peu la tête du lot et rebondir en 2021 pour les entreprises. Dernier facteur, non des moindres, le suivi de performance. Alors là encore, un sujet très vaste avec des évaluations RH, ce que je vous disais tout à l'heure, les rapports d'étonnement, les entretiens individuels, les atteintes des objectifs et les souhaits des salariés sur
comment il voudrait développer ses compétences. Donc cette formule-là, on voit bien que si on la compare à une autre formule avec des personnalités différentes, des compétences différentes, des centres d'intérêt différents, tous les autres facteurs différents, on peut émettre une comparaison et voir si cette moyenne, si on compare les deux moyennes, quelle équipe est la meilleure par rapport à une autre. Donc du coup, les possibilités sont infinies avec ce genre de métriques. Si on les cumule tous et qu'on les pondère de la bonne façon, on est capable de créer des équipes à distance à partir de tous ces facteurs mesurables. Et de pouvoir faire du recrutement prédictif, par exemple, faire de la construction d'équipes, de la réorganisation d'équipes en interne. On peut aussi recruter une personne, si je connais la personnalité, les compétences, les centres d'intérêt de la personne en entrée, de mon équipe en entrée et qu'on veut recruter quelqu'un, on peut aller chercher à augmenter le score de cette équipe déjà en place. Donc, les possibilités sont infinies et je pourrais aussi, si vous le souhaitez, le développer à l'occasion. S'ensuit le suivi de performance à distance. Donc, le suivi de performance, j'ai listé ici les outils RH indispensables en 2021 pour les sociétés qui veulent conserver un lien de management avec leurs équipes. Donc, un module de gestion des objectifs et d'analyse des entretiens professionnels. Donc, vous êtes peut-être sans savoir que cette année, des contrôles de l'administration vont commencer sur les entretiens professionnels. Donc, une PME ou une ETI qui n'aurait pas fait un entretien individuel pour, par exemple, un cadre autonome en convention Syntec, s'expose à des risques. C'est-à-dire que s'il n'a pas fait ça, il doit créditer le solde de crédit de formation de plus de 3 000 € sur son collaborateur s'il n'a pas fait d'analyse d'entretien professionnel. Vous pouvez compléter ça avec un module d'analyse de performance globale par service et par équipe, un annuaire intelligent très important pour pouvoir rechercher les bonnes compétences au bon moment en fonction du niveau de la matière de chacun et de leur intérêt sur la matière. Le dossier du personnel sur un cloud sécurisé, c'est-à-dire que pour échanger des informations, des bulletins de salaire, des attestations, etc., etc. Le drive partagé entre la société et le collaborateur pour que toutes ces informations puissent être transitées de l'employeur vers les collaborateurs. Et puis, on peut ouvrir sur des modules que nous, on a développés qui ne sont pas essentiels, mais qui nous permettent d'aller beaucoup plus loin. C'est des analyses de personnalité avec des tests certifiés par la communauté scientifique, avec notre algorithme de matching, de construction d'équipe, un baromètre du bien-être avec des analyses de l'engagement faites par des professionnels, des neuropsychologues ou des docteurs en sciences cognitives, des sondages directement pour aller prendre le pouls de ses collaborateurs, un module de formation avec aussi également des partenaires, des coachs qui peuvent intervenir à distance ou en présentiel auprès de ses collaborateurs en fonction des besoins qui sont remontés lors de l'entretien individuel. Et petite cerise sur le gâteau, si tout ça est connecté à un réseau social interne, vous avez une solution que l'on souhaite optimale pour rebondir en 2021 et créer des équipes performantes et unies. Maintenant, je laisse la place au management à distance. Donc là, je vous ai fait une grande liste d'outils, mais je suis sûr que ce n'est pas, en fait le principal. Il y a aussi autre chose, et c'est l'humain. N'est-ce pas, Flaubert? En effet, merci Aurélien. Tu nous as parlé oui, de beaucoup d'outils, de chiffres, etc. Nous, à la Manufacture RH, on a une conviction. Moi, c'est pour ça que j'ai créé la Manufacture RH. On en a deux même. La première, c'est que l'humain fait la différence en entreprise. Et la deuxième, c'est que la fonction RH, la fonction de DRH, de RRH, est la fonction la plus importante et la plus impactante dans l'entreprise. Je voudrais juste terminer là en se concentrant sur l'humain, cet humain qui fait la différence. Et je vous parlais tout à l'heure du fait que cette crise et le distanciel est un révélateur. Je pense que ce qui est réellement passé, le premier sujet passé au révélateur, c'est le management. Et le mauvais manager en présentiel devient un très mauvais manager à distance, selon moi. Celui qui accompagnait mal ses équipes avant, depuis qu'il est à distance, il les accompagne plus. Celui qui contrôlait tout avant, depuis qu'il est à distance, il met en place des surprocess parce qu'il n'a pas confiance, il veut tout contrôler. Celui qui avait le mail un peu facile, ben là carrément il va dégainer des mails à tout va. Et puis je faisais un constat en préparant ce webinaire, je me disais que il y a aussi un autre élément révélateur. Il n'y a pas que le virus qui mute.
Il n'y a pas que le virus du Covid qui mute, il y a un autre virus qui a muté. On avait avant ce confinement, vous saviez, la réunionite. Je trouve que la réunionite, le virus a muté et il est devenu de la zoomite aiguë. Moi, je suis consterné. L'autre jour, je discutais avec un manager là, qui recrute dans son équipe. À 18h, il me disait qu'il enchaînait son 9e meeting de la journée. Et tous ces éléments-là, ça fait partie du management. Et attention, faut faire attention parce que les déçus du management, ceux qui ne sont pas alignés sur les valeurs ou sur le fonctionnement de l'entreprise, ils commencent à partir. Moi, je les vois en entretien. Ils commencent de mettre le nez à la fenêtre. Alors, c'est marrant parce que cette semaine, c'est l'APEC qui a sorti une étude et quand on écoutait les grands titres, c'était oulala, les cadres ont de plus en plus peur. Alors, quand on regarde les chiffres, 24% des cadres ont en effet peur du licenciement. OK. 57% disent j'ai peur de quitter mon entreprise et c'est risqué pour moi de changer. OK. Mais quand on regarde de l'autre côté, ça veut dire qu'il y a quand même 43% aujourd'hui des cadres qui continuent de dire écoutez, moi, je suis prêt à faire le grand saut. Hier soir encore, j'avais un candidat en ligne et qui j'ai établi un premier contact. Lui, il évoquait le fait que son entreprise, le PGE, le deuxième PGE, donc le prêt garanti par l'État, la banque suit pas. Donc, il commence à se poser des questions et il met le nez à la fenêtre. Plus les problèmes d'alignement du management en période de crise, parce que c'est là que le fond de la relation managériale se révèle, et tout ça fait que ces gens commencent à mettre le nez dehors. Donc, prenez le temps, l'énergie, mettez les moyens pour former, accompagner ou faire accompagner les managers dans cette relation à distance qui est un peu plus compliquée et qu'il faut arriver à appréhender et à apprivoiser. Voilà, juste pour terminer, et comme on souhaite que ces webinaires soient les plus concrets possibles, je voulais juste revenir concrètement sur comment on met plus d'humain dans son management à distance. Il y a 3 simples mots qui peuvent vraiment faire une différence. Comment vas-tu? Ces 3 mots, ils sont, à mon avis, super importants dans le management aujourd'hui. Qu'un manager contacte un de ses collaborateurs juste pour lui poser cette question, sans dossier, sans problème, sans arrière-pensée. Salut Aurélien, je voulais savoir comment tu vas aujourd'hui, qu'est-ce qui te pose problème, cette petite question, je peux vous dire que quand le collaborateur il raccroche et que son manager l'a appelé juste pour ça, il y a une relation qui est renforcée, il y a un alignement et là c'est sûrement des valeurs qui sont vraiment incarnées. Et puis, alors c'est marrant parce que je croyais le lire un peu dans une des questions là, de Gany. Moi, j'aime bien aussi la posture en coaching. Moi, je fais du coaching et je suis coach certifié, j'adore ça. En coaching, on appelle ça la position basse. Mais je trouve qu'un manager qui arrive à prendre cette position basse et à poser cette question à son collaborateur en lui disant qu'est-ce que je peux faire pour toi en inversant les choses, parce que au final, le vrai bon manager, c'est celui qui veut que ses équipes réussissent pour que lui, au final, il réussisse aussi. Mais quand on est dans cette position basse, qu'est-ce que je peux faire pour toi, plus le comment vas-tu, eh bien, on remet vraiment de l'humain au cœur de cette relation, y compris si on est à distance, y compris si on le fait sur Zoom. Aurélien parlait tout à l'heure des questions cons. Alors moi, je parle des migraines ou des cailloux dans la chaussure. Remettre de l'humain dans la relation, c'est aussi anticiper ces cailloux et ces migraines et pouvoir mettre, et je vous en parlais un peu tout à l'heure dans l'agenda qui est envoyé avant, mais ces rendez-vous récurrents au-delà des 3 semaines dont je parlais, mettre des slots pour se dire, OK, là, je suis à disposition de mon collaborateur pour, vous savez, remplacer la machine à café. On oublie complètement que la machine à café, dans un lien qui est normal et physique, c'est un vrai bel endroit pour résoudre très rapidement des problèmes, faire avancer des dossiers. Quand on prend un café, on a un collègue qui passe, on a son manager qui passe, on peut traiter 1, 2 ou 3 dossiers sur des petits sujets. Et bien là, il faut arriver à recréer cet esprit machine à café à distance. Pourquoi pas prendre le café le matin
avec son ou ses collaborateurs en mode machine à café, mais vraiment prévoir ces moments-là pour arriver à shooter ces petites migraines et ces problèmes. Et puis le dernier conseil, allez, je reprends un peu une posture de coach, mais quand on accompagne une équipe, quand on est manager, plutôt que de faire de simples débriefings ou de reprendre son collaborateur un peu comme ça à la volée après une présentation, après une réunion, après un dossier qui a été évoqué en commun, prenez ces trois éléments. Le premier, c'est que le manager, revienne vers son collaborateur. Qu'est-ce que j'ai observé? Qu'est-ce que j'ai aimé? Donc là, on est sur du factuel, on est sur du renforcement du collaborateur. Et puis, on va continuer de le pousser un peu dans un cadre et de travailler sur son autonomie en lui proposant, en le questionnant sur quels défis il pourrait continuer de relever dans le sens de ce que vous avez aimé. Et là, je pense que vous avez quelques outils très concrets pour vraiment remettre de l'humain au centre de cette relation. Et c'est encore une fois là-dessus que nous, la manufacture RH, on insiste et c'est pour ça qu'on se concentre sur le recrutement des fonctions RH et le coaching de ces merveilleuses fonctions ressources humaines en entreprise. Je laisse la parole à Aurélien pour la conclusion. Ouais, merci Flaubert. Alors du coup, on arrive sur la fin du webinaire. N'hésitez pas à poser vos questions. J'ai une question de Gany là qui disait qui est le responsable de l'intégration d'un nouveau collaborateur? C'est le manager, les collègues, les RH? Alors, j'ai vu en effet la question. Moi, je serais tenté de dire, mais après, Antoine, n'hésite pas à ajouter un mot, mais je serais tenté de dire que les trois, en sachant que les RH doivent plutôt l'organiser, la structurer, la processer, que le manager, lui, doit la gérer en direct et au quotidien, avec les RH qui vont faire des points durant l'intégration. Et puis, les collègues ont évidemment un rôle clé aussi. Et là, c'est au manager et à l'entreprise et à l'organisation au sens large d'encourager les collègues à bien intégrer le nouveau collaborateur. Et la meilleure chose que je peux conseiller, c'est toujours de renvoyer les personnes à rappelle-toi, toi, quand tu es arrivé, ce que tu aurais aimé trouver. Et puis, rappeler aussi aux gens que souvent, dans une entreprise, ils sont de passage et que peut-être dans 6 mois, 1 an, c'est eux qui, à nouveau, vont vivre une intégration et qui donc doivent se mettre à la place de la personne qui intègre l'entreprise. Je te rejoins complètement, Flaubert, hein. C'est vraiment à toute l'équipe et à l'ensemble de la structure d'intégrer le nouveau collaborateur. Donc, j'en dirai pas beaucoup plus parce que tu as très bien résumé. Du coup, j'enchaîne avec une autre question. Décidément, Gany. Un mot sur le management du projet autour desquels on adhère les collaborateurs. Du coup, je trouve que les managers sont souvent perçus comme les chefs des collaborateurs. Ils sont là pour veiller à la production. J'ai été salarié dans différentes boîtes et j'ai pas souvent compris la notion d'équipe. Donc c'est peut-être un management très pyramidal, plutôt d'ordre et ce que tu faisais ce que tu disais tout à l'heure, peut-être, Flaubert, c'est pas du tout une position basse, là, du coup. C'est plutôt une position de contre-maître. Qu'est-ce que tu as fait? Où est-ce que tu en es? Etc., etc. Donc, ça, vous avez des pistes, du coup, sur ce management pour justement tous ces managers qui font, on va dire, trop on va dire, comment on peut appeler ça? Du relevé de compteur? Oui, c'est bien pour ça tout à l'heure que et je trouvais la question pertinente que j'abordais ce côté de position basse. Et à un moment donné, le manager, il est là pour faire réussir ses équipes. Donc, je trouve que c'est une vision un peu alors pyramidale, archaïque peut-être. D'ailleurs, moi, la question que je pose souvent pour aller challenger les managers sur ce sujet, c'est pour voir leur degré de maturité, c'est est-ce que tu serais prêt à recruter quelqu'un de meilleur que toi dans ton équipe? Et là, on voit, je trouve, la maturité de la personne qu'on a en face. Celui qui me dit non, je vais challenger. Celui qui me dit oui, j'aime beaucoup. Et je trouve que le vrai bon manager, c'est celui qui est capable de recruter des personnes qui sont meilleures que lui. Lui, c'est le chef d'orchestre. Mais le chef d'orchestre, c'est pas le meilleur pianiste, c'est pas le meilleur trompettiste. Voilà, donc je trouve que c'est une façon d'aborder le sujet. Oui. Complètement. Et aujourd'hui, la digitalisation fait que le management de projet doit devenir de plus en plus agile
Et effectivement, ça change la position du manager vis-à-vis des collaborateurs. On travaille beaucoup plus en équipe intelligente et qui partageons justement les mêmes valeurs et la même vision. Ah, j'ai une autre question encore, c'est comment encourager le collaborateur à parler de ses problèmes? À la question «Comment tu vas?» sans être trop intrusif, souvent la réponse est automatique et le collaborateur avec des problèmes personnels n'en parle pas. Faut-il insister? Attendre qu'il évoque les problèmes lui-même? Je trouve que c'est toute la faculté, la compétence d'un manager à lire entre les lignes, à écouter entre les mots, et ne pas rester en effet sur, en tout cas, il faut qu'il lève son doute. Et souvent, c'est vrai que on préfère d'ailleurs, cette grande phrase où moi, le «Comment vas-tu?» est très différent du «Ça va». On peut aussi aller sur du, «Qu'est-ce qui ne va pas?» Et là, on rentre dans un autre domaine, mais le côté comment le côté «ça va», bah, c'est on n'attend pas de réponse. D'ailleurs, on fait le test, ça va, quelqu'un qui répond non, «Ah tiens, c'est bizarre». Donc je trouve que déjà aller dans le «comment vas-tu?», creuser les choses, pouvoir peut-être exprimer de la part du manager, et dire: «Bah, écoute, en ce moment, je ressens que je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a un truc qui va pas», ou c'est plus facile, c'est pareil, hein, dans nos relations, de vie, de couple ou amicale, c'est plus facile de ne pas parler d'un sujet. Et ben là, il faut aller creuser et ne pas s'arrêter à la première réponse, et puis continuer à travers quelques questions à vraiment aller au fond du sujet. Alors là, il y a une autre question, c'est alors comment intègre-t-on des nouveaux collaborateurs qui devront télétravailler dès leur premier jour? Alors je peux me permettre de répondre à celle-là. Justement, il faut créer un lien direct entre la société et le collaborateur dès son premier jour, et même avant son premier jour, en lui envoyant de l'information. Et il faut créer des points aussi avec des personnes physiques. C'est-à-dire qu'il est en télétravail, d'accord, mais il aura des points avec de rencontres, alors de manière formelle et informelle. De manière formelle avec ses managers, son équipe, les gens qui vont le faire monter en compétences, les RH pour pouvoir lui apprendre, le renseigner sur les process, peut-être aussi sa direction pour un petit coup de rappel sur les missions et la vision de la société à court, moyen et long terme, qui est très importante aussi à avoir, parce que un collaborateur qui n'a pas où va la société et qui n'a pas assez de transparence sur la vision et la mission de la société aura tendance à se désengager. Et puis du coup aussi les points informels, créer. Flaubert disait faire une vidéo, dire aux collaborateurs de faire une vidéo pour expliquer un petit peu en quoi, quels sont ses hobbies, etc., etc. Ça, c'est une très bonne pratique aussi. Il y a certaines sociétés, je sais, qui faisaient avant qu'ils prennent notre solution, des points, des newsletters en interne avec des collaborateurs qui, quand ils rentraient, le RH faisait une carte du collaborateur en fonction de son parcours, ses expériences professionnelles, et puis ses goûts et couleurs. Et du coup, il balançait ça dans la newsletter mensuelle, trimestrielle, pour accueillir les nouveaux batchs de nouveaux arrivants, pour que tout le reste de la société puisse être au courant des centres d'intérêt des gens. Et puis, ça pouvait être aussi un brise-glace à la machine à café quand on était en physique. Aujourd'hui, c'est plus possible. C'est plus possible de recréer ces moments-là. Et du coup, ce qu'on propose, entre guillemets, c'est une fonctionnalité. Alors aujourd'hui, c'est de la fonctionnalité digitale, de créer des rencontres aléatoires entre les collaborateurs qui le souhaitent. Et à partir de là, quand on formalise des rencontres avec sa hiérarchie, ses managers, ses collègues dans le cadre de son travail, et puis qu'on donne des outils à disposition, le collaborateur, il peut l'utiliser ou ne pas l'utiliser, c'est selon son bon vouloir. Donc, voilà. Je pense, voilà, on a répondu à ta question, Gagny, apparemment, donc je vais m'arrêter là. Je vais également pas sonner le glas, mais pour approfondir les choses, le dernier, c'était quels outils choisir. Sachez que avec 25 startups, on s'est unis dans un livre blanc qui s'appelle Les 10 axes pour rebondir en 2021. Disponible sur www.lesdixaxes.fr. Dans ce livre blanc, vous pouvez retrouver tous les outils selon 10 axes RH
hyper important, du recrutement à la paie, la compta, le pilotage RH, la formation, les avantages collaborateurs, la QVT, etc. Donc tout est couvert et en fonction de chaque axe, vous avez les solutions de nos partenaires, on va dire des startups du moment qui se sont engagées, on va dire, pour transformer toutes ces fonctions RH en digital, mais aussi en humain, parce qu'il y a aussi des cabinets de conseil, de l'humain derrière. Il faut toujours se rappeler qu'on associe un outil à de l'humain. Le webinaire sera disponible en replay sur les pages entreprises des participants, donc de la page entreprise LinkedIn, Facebook et Twitter de Keep in Touch, de la manufacture RH et de Team Builder. Également, cette vidéo sera disponible sur YouTube, sur la chaîne de Team Builder. Alors, du coup, question, on parle de quoi la prochaine fois? Proposez le prochain thème en commentaire des vidéos sur les réseaux sociaux. Votez aussi pour le prochain épisode avec des likes. L'objectif, c'est de faire un webinaire par semaine. On va essayer avec des invités experts. Et du coup, on a la chance de s'être associé avec 25 startups qui sont tous experts dans chacun des domaines. Donc, je vous invite à télécharger le livre blanc. Ça vous donnera aussi la possibilité de pouvoir rejoindre un réseau Slack, le Slack des décideurs, où vous pourrez parler en direct avec tous ces experts qui composent ce livre blanc. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Merci Antoine, merci Flaubert pour avoir été présent, pour avoir brillé avec vos lumières. Et je vous donne du coup rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure, vendredi 11h, pour un prochain thème qui sera décidé par vous. Merci beaucoup. Merci, ciao, salut à tous. À bientôt. Ciao.